Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des éléments du patrimoine naturel de Tétain-sur-Nied, le ruisseau de Weldersbach, un cours d'eau présenté au fil des pages du nouveau livre de Robert Flaman, notre invité aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes anciennement préparateur en pharmacie, maintenant à la retraite, et vous venez présenter donc votre livre photo intitulé Au fil de l'eau, que je tiens présentement dans la main. On en parlera plus en détail en deuxième partie d'émission. Salut Sandrine. Bonjour. Alors il y a une très belle galette sur la table aujourd'hui. Bon, faut pas la manger tout de suite. Non, mais on verra si elle tient tout le long de l'émission. C'est un mystère. C'est sûr. Alors j'espère que tu t'es régalée en tout cas ce week-end. Bah oui, j'ai mangé aussi ma petite galette. Alors moi je préfère la pomme, mais oui, chacun ses goûts. Ses goûts, tout à fait. Et d'ailleurs c'est le thème de la question du jour, la galette des rois. Aussi. Explique-nous. En fait, l'année dernière on avait fait le thème team frangipane versus team compote de pommes. Et cette année, on a un peu changé. On a voulu revenir dans les traditions et demander comment on mange la galette et quelles sont les astuces pour trouver où est la fève avant de découper sa part. Super, on voit ça aussi en deuxième partie d'émission. Et on démarre cette émission au Centre technique municipal de Sarreguemines, anciennement appelé Ateliers municipaux, avec Marie-Morgane. Salut. Alors samedi matin, il y a eu un épisode neigeux. Comment la ville se prépare ? Bonjour Uranie, et oui, ce week-end il y a eu un peu de neige et pour anticiper et sécuriser les routes, il faut un peu de sel. À Sarreguemines, il y a environ 130 km de routes, chaussées, mais aussi la zone industrielle et commerciale à sécuriser. Il y a une astreinte d'hiver pour s'en occuper du 15 novembre au 15 mars et selon les intempéries, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent être déclenchés. Par exemple, en cas de forte neige, ce sont les entrées de ville qui sont privilégiées. En semaine, les services techniques vont se concentrer aux abords des écoles par exemple. Et d'ailleurs, pour comprendre concrètement comment ça se passe, tu le verras dans un reportage qui explique un petit peu comment le dispositif est mis en place et tu pourras aussi entendre les explications de Jean-Luc Eberhardt, directeur des services techniques de la ville. Merci beaucoup et merci également à Thomas Drouin pour le cadrage. On y revient d'ici quelques instants, mais avant on fait un rapide tour de l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Les Rois Mages ont fait étape au Fort Saint-Sébastien à Bitche. Les bénévoles de l'association Les Amis du Fort Saint-Sébastien ont proposé au public un parcours thématique inédit pour découvrir le fort autrement, tout en se plongeant dans l'histoire des Rois Mages et l'origine de la fameuse galette des rois. Une galette que les gourmands ont même pu déguster en fin de visite. Les bénéfices de la manifestation contribueront à la restauration du Fort Saint-Sébastien. Alerte neige ou verglas, la ville de Sarreguemines est prête. Chaque hiver, du 15 novembre au 15 mars, une astreinte d'hiver est organisée. Le centre technique municipal dispose de 4 poids lourds, d'un camion benne BTP équipé d'une lame de déneigement, de 2 tracteurs avec cône de salage et d'un quad, sans oublier les camions BTP des espaces verts. Les équipes mobiles et les engins sont répartis sur les 2 rives et déclenchés selon les conditions météorologiques. Noël en partage, c'est le rendez-vous de début d'année pour les choristes. Chaque premier dimanche de janvier, Wieswiller devient la capitale du chant choral. Des centaines de personnes viennent assister au concert caritatif organisé par l'association Aidons les enfants du monde. Pour cette 26e édition, 4 ensembles vocaux étaient présents, Cassiopée du Val-de-Sarre, Eclipse des Jeunes de Rallin, les choristes réunis du Haut-Poirier et du Val-de-Sarre, ainsi que la chorale Sainte-Cécile d'Herbitzheim. Une nouvelle année qui commence sous un bouquet de gui et autour d'un repas pour près de 250 bénévoles, élus, agents ou encore personnels de la ville de Bitche. Ce repas était organisé par la mairie et avait lieu vendredi soir à l'espace René Cassin. Un moment chaleureux porté par le discours du maire Gérard Imbert. Plusieurs médailles vermeilles ont été remises à des agents municipaux et du personnel de la mairie durant la soirée. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Pour le moment, l'hiver peine à s'installer. Sandrine nous donne les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le
le ciel sera changeant avec des averses de pluie et de neige mêlées possibles par moment. Le vent va également se lever pour souffler en rafale de 50 à 70 km/h. Les températures maximales seront comprises, elles, entre 3 et 6 degrés. Demain, nous serons le mardi 8 janvier, nous fêterons les Luciens et le soleil nous accompagnera de 8h24 à 16h52. Et la photo du jour nous a été envoyée par Antoine Pixin, un amoureux de la nature qui organise régulièrement des promenades dans le Pays de Beach. Ici, on peut le voir avec un groupe de promeneurs qui découvrent une grotte. Merci à lui pour cette photo et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou alors sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. On en parlait en début d'émission, ce samedi, la neige a fait son apparition, l'occasion de suivre une équipe de salage. D'abord, il y a eu un peu de bruine à 4h30 du matin. À 3h, le responsable d'astreinte avait déjà effectué un tour de la ville en voiture, mais pas encore de neige à l'horizon, ni au centre, ni en périphérie. Aucune raison donc de déclencher des agents pour saler ou déblayer les voies et les chaussées. Changement de programme à 5h30. Cette fois, il neige et les flocons tiennent au sol. Moins d'une heure plus tard, ces équipes sont sur le terrain. Retour en images. Ce samedi matin, astreinte dite partielle. Seulement 2 poids lourds de sortie, un camion par rive. Rue des Bleuets, une des plus pentues de Sarreguemines, doit être déblayée. Les agents s'occupent des quartiers après avoir déneigé les axes principaux. Au niveau du centre-ville, un tracteur équipé d'un cône de salage se faufile dans les rues étroites. Mais ce matin, il n'a pas beaucoup de travail. En revanche, les ponts et passerelles gèlent vite et doivent être sécurisés en priorité. C'est le travail des équipes mobiles. Ici, sur le pont de l'Europe, l'aide du quad n'est pas superflue. Aller vite, c'est la priorité, mais les moyens sont adaptés en fonction de la situation. Les camions BTP des espaces verts font des rondes, mais sans opération de salage. Alors il faut savoir que nous avons toujours le souci de l'environnement. Bien sûr que nous déneigeons les voiries sarregueminoises, mais aussi il faut savoir que tout le sel qu'on dépense sur les voiries routières, il se retrouve à la fin finalement dans la Sarre. Donc on essaie vraiment de faire au but juste pour que tout soit déneigé, tout soit bien ouvert comme on dit, mais sans excès. Voilà. À chaque épisode climatique, son dispositif spécifique. Mais la procédure est toujours la même. D'abord on observe, ensuite on agit. Nous avons donc des responsables d'astreinte qui sont 4 responsables sur Sarreguemines et c'est eux qui mettent en place le dispositif. Ils endossent leur casquette de patrouilleurs le matin très tôt, donc c'est eux qui déclenchent en fonction de la situation qu'on retrouve sur le terrain. Les agents reviendront aux ateliers, ils devront nettoyer les camions et charger du sel en prévision d'un futur épisode neigeux. Jusqu'au 15 mars, les équipes sont en alerte, prêtes à réagir. Et quelle est la tendance au fur et à mesure des années par rapport à la quantité de sel utilisé? Jean-Luc Eberhardt, directeur des services techniques de la ville, nous donne des éléments de réponse. Alors, Jean-Luc Eberhardt, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quel est le budget de la ville chaque hiver pour le sel et le dispositif qui est mis en place ? Alors le budget, bien sûr, il est fixe, il est estimatif parce que les années passent et ne se ressemblent pas. Donc nous avons des achats de sel qui peuvent aller de 10 000 à 70 000 euros par an, ce qui fait, on va dire, de 150 tonnes à presque 60 à 700 tonnes. Et on réajuste, donc on inscrit à peu près 30 000 euros au budget et puis on réajuste en fonction de la rigueur de l'hiver en fait. Ok. Et les hivers sont justement de plus en plus doux ces dernières années. Est-ce que ça se ressent à la fois dans le travail des agents, mais aussi dans la quantité de sel qui est commandée ? Forcément, ça a un impact sur les deux, mais bon, il est difficile de tirer des conclusions. On a eu dans les dernières années effectivement une moyenne d'achat de sel qui était plutôt aux alentours de 30 000 euros. On va dire dans la décennie précédente, on était plutôt à une moyenne de 40 000, donc on pourrait avoir une petite conclusion qui tendrait à dire que c'est un tout petit peu plus doux et qu'on a moins à intervenir. Les heures d'intervention des gens sont en conséquence. L'année 2018 a été environ 500 heures consacrées au déneigement et l'année précédente elle était de 1200. Et dans les gros hivers on peut monter à 2500 heures.
Et donc on l'a vu dans le reportage juste avant, les responsables d'astreinte envoient les équipes sur le terrain. Elles s'occupent aussi du déneigement par exemple aux abords des stades ou du château d'eau. Mais les riverains aussi doivent avoir leur responsabilité. Il est bien de le rappeler, effectivement, hein, nous n'avons pas du tout les moyens de déneiger tous les trottoirs et tous les abords de chaque rue. Donc on compte sur la citoyenneté de chaque usager pour dégager ses propres trottoirs et éviter ainsi des accidents. Comme chaque lundi, on revient sur les événements du week-end, au programme du badminton, de la lutte ou encore l'épiphanie en chanson. Mais on commence par le 26e anniversaire de Noël en partage, un événement qui s'est déroulé à Visvillers. Regardez. Traditionnel rendez-vous du chant choral, Noël en partage avait lieu ce dimanche après-midi à la salle polyvalente de Visvillers. 4 ensembles vocaux étaient présents, Cassiopée du Val-de-Sarre, Éclipse des Jeunes de Rallin, les choristes réunis du Haut-Poirier et du Val-de-Sarre, ainsi que la chorale Sainte-Cécile de Herbitzheim. Les choristes et les quelques 700 auditeurs présents célébraient à cette occasion le 26e anniversaire de Noël en partage, un événement organisé par Aidons les enfants du monde. Comme son nom l'indique, cette association soutient les enfants partout dans le monde, en Équateur, à Manille, en Guinée-Bissau, mais également à Sarreguemines, puisqu'une partie des dons récoltés sera reversée à l'école Ecréadis qui aide les enfants 10 à s'instruire. La précédente édition de Noël en partage avait permis de récolter 50 000 €. Waouh, ça déménageait hier dans la maison de quartier de Neunkirch. L'association ICS, Initiative Citoyenne Sarregueminoise, organisait son 3e thé dansant. Une 60aine de personnes y ont participé, certaines ont même pris part au concours de danse qui était proposé. Fernand était là pour animer cette manifestation en faisant en sorte de contenter tous les participants. Ce dimanche, à l'église Sainte-Catherine de Bitche, les visiteurs ont pu rejoindre la chorale Noésis lors d'un événement baptisé la Fête de l'Étoile. Au programme, contes et chansons sur le thème de l'épiphanie et l'occasion de revenir sur les origines de cette tradition. Après que les visiteurs aient pu admirer la crèche de près, la fin de cette représentation ouverte à tous a été marquée par un temps convivial. Une épiphanie en chanson. Le chœur d'hommes Les Joyeux Compagnons de Putlangeolac était en concert à Sarreguemines au sanctuaire du Bloberg. Il présentait un spectacle très varié qui a attiré près de 300 spectateurs. Le bénéfice obtenu suite à ce concert sera intégralement reversé à l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours du Bloberg pour financer les travaux de peinture et d'éclairage de la chapelle. Le SBC s'incline contre Strasbourg. Il s'agissait de la 6e journée du championnat de France Interclub de National 3, la première de la phase retour. Les badistes sarregueminois se sont inclinés par un tout petit écart, 5 points à 3. Les faïenciers avaient ouvert le score, mais ensuite, les Alsaciens ont su faire la différence. Malgré cette défaite, le SBC reste placé pour disputer les barrages d'accession afin d'accéder l'an prochain au championnat supérieur. Les protégés de Serge Malik sont actuellement 2e sur 6. Leur prochain match aura lieu dans 3 semaines.
Objectif, championnat de France. Près de 180 lutteurs et lutteuses ont participé à Sarreguemines au championnat régional Grand Est. Étaient concernées les catégories U15, U17 et U20 en lutte libre. Une quinzaine de clubs étaient représentés. En compagnie de Schiltigheim, Châlons-en-Champagne et Mézières-les-Messes, les lutteurs de Sarreguemines faisaient office d'épouvantail lors de cette compétition qualificative pour les championnats de France. Je ne peux pas vraiment m'avancer, mais je pense que bien les 3/4 vont réussir à se qualifier. De leur côté, les féminines ne devaient pas atteindre des objectifs sportifs décisifs. Qu'elles gagnent le plus de matchs possible, sachant qu'elles sont déjà toutes qualifiées pour les championnats de France. L'entraîneur des garçons espère que ces lutteurs ne se contenteront pas d'un titre de champion régional. Nous avons déjà pas mal de champions de France ou classés au niveau national qui sont présents et qui ont tout le potentiel justement pour remporter de nouveau le championnat de France. Premier comité de France en termes de résultats sportifs, celui du Grand Est espère monopoliser les podiums lors des prochains championnats de France. A noter que samedi, 8 lutteuses de Sarreguemines ont participé à leur premier tournoi international, en l'occurrence le championnat de Sarre en compagnie de combattantes allemandes, polonaises, françaises, suisses et néerlandaises. 3 lutteuses de la Cité des Faïences sont revenues de cette compétition avec une médaille de bronze, de bon augure. Ça plane pour eux. Une trentaine d'amateurs a pris part à une rencontre d'aéromodélisme organisée à Putange-au-Lac par le club AC2I. Plusieurs pilotes locaux étaient de la partie, dont Sébastien Missek, vice-champion de France en 2017. Cette manifestation était l'occasion de voir voler des avions télécommandés, mais aussi des drones ou des hélicoptères, tout en constatant la dextérité de leurs pilotes. Autre rendez-vous ce week-end avec les Rois Mages à Bitche. Pour l'Épiphanie, l'association des Amis du Fort Saint-Sébastien a organisé une animation spéciale. Retour sur cet événement avec son organisateur. Au cours de leur périple, les Rois Mages ont fait un arrêt au Fort Saint-Sébastien de Bitche. Pour l'Épiphanie, l'association des Amis du Fort Saint-Sébastien a organisé une animation spéciale. Retour sur cet événement avec son organisateur. On est au Fort Saint-Sébastien à Bitche, et donc on a mis en place, les Amis du Fort Saint-Sébastien, en l'occurrence, ont mis en place une nouvelle animation qu'on a appelée les Rois Mages. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Tout simplement un parcours inédit qui emmène les gens dans une aventure de la galette à travers les siècles. Alors non seulement on va parler des galettes, on va parler de l'épiphanie, mais on va parler des traditions. Et bien sûr, tout ce qui s'est passé autour de cet événement qui est l'épiphanie. Donc on va y découvrir quoi? On va y découvrir cette fameuse légende des rois mages à travers les siècles. Donc on va partir aux alentours de l'an 600, après Jésus-Christ, pour arriver à notre ère. Et pour découvrir tout ce qui s'est passé avant, au niveau de cette galette qui a changé de forme, qui a changé de goût. Et donc les gens pourront voir un tas de choses, comment ceci a évolué dans le temps. C'est vrai que c'est énormément de travail. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont venus nous voir, nous rendre visite. Donc c'est vrai que c'était un travail de longue haleine. On a passé énormément de temps à préparer cette mise en scène, à écrire les textes, à trouver la décoration, à faire les habits. Donc c'est une longue réflexion et puis beaucoup de travail. J'espère juste que les gens vont sortir enchantés de ce parcours et ça sera le fruit de notre travail qui sera récompensé. Tout ce qu'on peut encaisser, façon de parler, servira à la restauration de ce site. Donc l'association existe déjà depuis 23 ans. Et donc depuis 23 ans, on essaye petit à petit de sauver ce patrimoine local qui est le petit poussé de la citadelle. Donc c'est vrai que quand on a une grande dame en face, c'est toujours difficile de trouver des fonds pour faire vivre les deux patrimoines. Mais je pense que le Fort Saint-Sébastien, il mérite autant que la grande dame pour vivre à travers le temps et à travers les siècles. Le moment pour nous est venu de reprendre notre chemin. Nous avons un long périple à traverser. Pour certains, pas de consommation d'alcool pendant le challenge Dry January, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas distiller. L'année 2018 a été particulièrement riche en fruits. Pour changer des tartes, confitures et autres jus de fruits, certains décident de faire de l'eau-de-vie. Illustration à Ambar, dans ce reportage de Marie Luf, Alex Mess et Guillaume Dumonteil.
tu vas la purifier de plus en plus. Tout d'abord, pourquoi faire de l'eau de vie? C'est déjà pour sauvegarder un peu le patrimoine fruitier. Mais aussi pour faire vivre un patrimoine culturel, puisque sur notre territoire, on distille de l'eau de vie depuis des générations. Mais avec le temps, les objectifs ont changé. Nous, de nos jours, on essaie de faire de la qualité des eaux de vie. On n'essaie plus de faire la quantité, des volumes exorbitants. Le matériel aussi a évolué. Il est plus facile à utiliser et permet d'obtenir de l'eau de vie de meilleure qualité. C'est une étape qu'on n'est jamais arrivé à faire avant. Donc plus on monte en degrés, plus l'alcool est purifié. Après, il est vrai, il ne faut pas dépasser, on appelle ça un point azotrope, c'est 95 degrés. Donc ça, l'alambic, il est conçu de telle manière qu'en principe, on n'arrive jamais à ce degré alcoolique-là, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans des alcools purs comme les alcools de pharmacie. À différents moments du processus de distillation, les arboriculteurs doivent être vigilants. Voici quelques règles fondamentales à respecter. Nettoyer les fruits, mettre des fruits sains, pas de feuilles, pas de branches, pas d'herbe, rien, que des fruits propres. Il ne faut pas rater le moment où on passe du produit de tête au produit de cœur. C'est pareil, c'est une étape importante de la distillation et tout le reste se fait automatiquement. À l'issue du processus de distillation, on peut se rendre compte de la qualité du produit obtenu. La brillance au niveau des eaux de vie joue sur la qualité, bien sûr. S'il y a une eau de vie qui sort qui est trouble, ça arrive que les distillateurs, nous on le voit très bien ici, les gens qui font une mauvaise préparation, une mauvaise mise en fût, on arrive à avoir des produits qui sont jaunes, on arrive à avoir des produits qui sont verts. Donc c'est pas ça les eaux de vie qu'on désire avoir. Nous, notre eau de vie, elle doit sortir, elle doit être limpide, elle doit être brillante. Et c'est ça ce qui compte. Comptez environ 100 litres de Mirabelle pour obtenir 5 litres d'alcool pur. Une question reste alors en suspens. La quantité d'eau de vie ainsi produite est conservée pendant combien de temps? Ça dépend ce qu'on boit dans la journée. Un sujet qui se termine de façon légère, mais nous rappelons quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça y est, la vente des tickets sport culture pour les vacances de février et d'avril démarre ce mercredi 9 janvier. Rendez-vous au Casino des Faïenceries de 8h à 15h30 non-stop. Il s'agit dans un premier temps d'une vente pour les enfants de Sarreguemines, puis pour tout le monde le jeudi 10 janvier. Parmi les activités proposées, il y a l'aéromodélisme, le basket, les échecs, le judo, la danse moderne. N'oubliez pas de vous munir d'un certificat médical, d'un justificatif de domicile et d'un livret de famille. Et puis, juste après la publicité, nous irons nous promener le long des berges du ruisseau de Veldersbach avec notre invité du jour. On s'est régalé avec la galette des rois et sur Facebook, on vous a demandé vos tuyaux pour trouver la fève à tous les coups. À tout de suite. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Les meilleures affaires, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle dimanche 6 et 13 janvier. Je viens d'acheter une maison à rénover, mais par où dois-je commencer? Le diagnostic de performance énergétique, qui vous a été fourni au moment de l'achat du logement, permet d'avoir une idée de la performance du bâtiment, classé de A pour les logements très performants, à G pour les passoires thermiques. Généralement, il convient d'isoler la toiture en premier, puis les murs et le sol. Les fenêtres, si elles sont déjà en double vitrage et étanches, n'apporteront pas un gain énergétique significatif. En complément de l'isolation, n'oubliez pas d'installer une ventilation mécanique performante pour assurer une qualité de l'air satisfaisante dans le logement. Le choix du mode de chauffage devrait intervenir en dernier, une fois l'isolation et la ventilation faites. Pour répondre précisément à toutes vos questions, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire comme moi. La région Grand Est, l'ADEME et les collectivités locales de la Moselle se sont associés pour que vous puissiez bénéficier de conseils neutres et personnalisés pour vous guider dans votre projet de rénovation. Vous trouverez nos coordonnées sur le site fer.fr ou le site
EIE-grandest.fr. A bientôt pour de nouvelles infos énergie. Ce week-end, on a pu fêter l'épiphanie et manger la galette des rois. Ça a inspiré notre question du jour, regardez. Vous avez sûrement goûté une galette des rois ce week-end et le plus important, c'est de découvrir la fève. Alors comment bien choisir sa part pour tomber dessus? Donnez-nous vos astuces dans les commentaires. Alors Sandrine, c'est quoi les astuces de nos internautes? Alors Jean-Luc nous a répondu, moi je suis mon petit sixième sens. Alors moi personnellement je suis plutôt du genre à prendre la part où c'est le plus bombé en espérant que ce soit là en dessous que se cache la fève. Mais je dois avouer que ça marche pas à tous les coups. Et puis pour ceux par contre qui ont conservé les traditions comme Siem, cette technique ne fonctionne pas du tout. Elle nous écrit, on ne triche pas pour la fève, ma fille se met sous la table et dit à qui revient la part, comme ça c'est équitable. Et pour finir, je pense que la solution d'Aurélie est de loin la plus efficace. Elle nous dit manger toute la galette toute seule. Alors pour le coup, on est sûr d'avoir la fève, mais à mon avis, en plus de la couronne, on gagne aussi une bonne indigestion. Oui, ça c'est sûr, surtout si elle est plutôt grande. Merci beaucoup en tout cas Sandrine pour ton intervention. Je me tourne maintenant vers notre invité Robert Flaman. Au fil de l'eau, c'est le titre donc de votre 4e ouvrage. C'est la première fois que vous traitez cette thématique. Oui, je pense qu'il est en relation. C'est vrai que je suis un amoureux de la nature. J'ai pratiqué un métier qui traitait les produits phares de la nature, les drogues végétales, animales. Les remèdes naturels. Les remèdes naturels. J'étais préparateur en pharmacie, donc j'ai eu la chance de pratiquer ce métier. En les bonnes années, je dirais, le métier a subi pas mal de remaniements, de par la formation du préparateur et de sa pratique journalière. Et votre métier, on ne le retrouve pas forcément dans cet ouvrage-là, c'est dans les anciens, dans le premier. Oui. Mais dans celui-ci, pourquoi cette thématique-là? Qu'est-ce qui vous a en fait intéressé sur ce ruisseau qui fait partie de la commune où vous habitez, Tétun-sur-Nier? C'est vrai que ça paraît banal et curieux de parler du ruisseau de son village. Or, j'estime que le Weldersbach, le nom du ruisseau, mérite bien d'être cité à la même hauteur et au même degré que des monuments historiques que l'on fait visiter chaque année lors du patrimoine national. Le Weldersbach colporte une histoire qu'il va d'ailleurs partager avec l'année allemande. Donc en termes de végétation qu'on peut retrouver, etc., il y a des choses qui vous ont marqué? Les choses qui m'ont marqué, oui. Je me suis donc promené le long des berges du Weldersbach. Donc ce ruisseau prend sa naissance sur les hauteurs de l'Audrefan. Le ruisseau fait en tout, en gros, 6 km de la source à l'année allemande. Et sur les bords du Weldersbach, on peut trouver de magnifiques tapis de fleurs au printemps. Ces fameuses fleurs qui s'appellent les corydales, qui sont de la famille des fumeterres. Pas très loin des corydales, vous trouverez les ficaires, qui sont des fausses renoncules. On y trouve aussi des tapis de l'anémone des bois et par-ci, par-là, des touffes de la grande prime vert. D'accord, donc oui, on voit que c'est assez diversifié finalement. Alors en parcourant cet ouvrage-là, on se rend compte que c'est sous forme de livres photos. On vous suit un petit peu à travers justement cette histoire. Pourquoi avoir choisi ce format-là, de photos avec des petites légendes? En fait, l'idée c'était de faire un livre guide pour un futur promeneur qui veut bien découvrir les joyaux de ce ruisseau, de se munir de ce livret et d'aller à la recherche de toutes ces scènes que j'ai relatées et sélectionnées. Je pense qu'il aura beaucoup de plaisir et sera certainement très surpris de voir les joyaux que cache le Weldersbach. D'accord, et alors combien de temps vous avez mis pour réaliser cet ouvrage-là? Donc j'ai démarré avec mon appareil photo, c'est moi qui ai fait les photos. Oui, vous n'avez pas travaillé avec un photographe, c'est vous qui avez tout réalisé. J'ai réalisé donc les photos et j'ai démarré l'an dernier, donc en février 2018, par période de neige. J'ai poursuivi donc les photographies sur 3 saisons, donc jusqu'en juillet. En août, donc j'ai sélectionné mes photos. C'était un gros travail. Et au mois de septembre, j'ai remis donc l'ouvrage à l'éditeur, qui l'a publié très rapidement en novembre. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver ce livre pour les téléspectateurs qui voudraient l'acheter? Ils peuvent se rendre dans quel endroit? Alors ce livre, vous pouvez le trouver bien sûr chez Amazon,
chez l'éditeur et des livres et chez un revendeur local donc sur Folgulaire, donc qui est donc une ville voisine à Tétin-Saunier, et donc vous trouvez ça au Tabac Totem. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez d'autres projets pour cette nouvelle année qui vient de démarrer, d'autres ouvrages, que ce soit photo ou même juste de l'écriture? J'ai un autre ouvrage qui est en route, donc c'est dans un tout autre registre. Il s'adresse en fait à un public en situation de handicap. D'accord. Parce que j'anime une équipe de musiciens résidents d'un foyer d'accueil spécialisé. Et je suis en train de monter un travail qui va donc stimuler leur quotidien. Et ça se passe à partir de vidéos, et donc vidéos plus une musique auxquelles ils seront confrontés. Donc par ça sera interactif, ils vont pouvoir interagir avec vous. Ils seront donc invités à répondre à ces annonces, soit par reproduction graphique, soit par instrumentation, par des instruments, ou par des scènes théâtrales. Donc en tout cas, on voit que vous avez plusieurs cordes à votre arc. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau et bonne continuation. Merci beaucoup. Je me tourne de nouveau vers toi, Sandrine, parce que le lundi, tu fouilles dans nos archives. Et aujourd'hui, on va parler d'un important chantier qu'il y avait à Sarreguemines. Oui, tout à fait. Alors, en janvier 2001, la passerelle qui relie le centre-ville de Sarreguemines au casino était en construction. Et on va voir des images de la pose du tablier central de la passerelle. Et c'est un chantier qui a fait beaucoup parler de lui, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage. Relier deux rives l'une à l'autre, c'est une chose incompréhensible pour une partie des Sarregueminois qui estiment que le pont situé à 20 mètres plus loin est insuffisant. Ça sert seulement pour les dames qui peuvent promener avec les chiens, et puis c'est tout. Mais c'est un truc qui coûte de l'argent inutilement. Oh, moi je pense pas, il y a les plaisanciers qui vont venir, ils pourront aller en ville tout de suite. C'est pour les retraités. Quoi. Non, les plaisanciers, quand ils viennent, ils passeront le pont, ils seront tout de suite en ville, au lieu de faire tout le tour. Et malgré certaines critiques, aujourd'hui, c'est une passerelle qui est entrée dans les habitudes des Sarregueminois. Et 18 ans après ses travaux, elle a été officiellement baptisée au nom de René Ludwig, le maire de l'époque, qui est à l'origine de cette passerelle. C'était en fin d'année 2018. Merci beaucoup Sandrine pour ta chronique. Je vous remercie encore une fois d'être venue sur ce plateau. Et je vous propose pour terminer de nous intéresser au transport en ambulance parce que ça peut aussi nous arriver. Il est en général lié à une hospitalisation, une consultation médicale, une urgence, un rapatriement sanitaire ou un transfert entre établissements. Et pour assurer ce type de transport, il faut être en possession du diplôme d'état d'ambulancier. C'est le cas d'Axel Hassan. Elle exerce ce métier qui nécessite avant tout un très bon relationnel et beaucoup d'empathie envers les patients. Le reportage est de Francis Hoffman. Très bonne fin de programme, belle journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Axel Hassan, 28 ans, est ambulancière chez AVS depuis 2012. Voilà 6 ans qu'elle parcourt l'Est de la France et, occasionnellement, des contrées plus lointaines. Il est 15h15 quand elle arrive, avec son collègue, à l'hôpital Robert Pax. Sa mission, transporter un patient jusqu'à son domicile. On rentre à la maison ? Oui, si vous voulez. C'est parti. Pas pour longtemps, mais on ira. C'est déjà bien, hein ? Bah oui. Au plus vite. AVS compte à ce jour 140 ambulanciers, des femmes et des hommes solides, tant sur le plan physique que psychique. Des professionnels qui cultivent le relationnel et l'empathie envers leurs patients. Plus haut, plus haut. Monsieur Meyer, oui. Bon retour. Bon retour à vous. Je reviens. Yo. J'arrive pas les papiers pour Monsieur Meyer. Merci. Bon après-midi, au revoir. That mourns in memory of you until the sun of God appears. Rejoice,
Est-ce que c'est un métier difficile, Axel? C'est quand même difficile, on ne connaît pas vraiment nos horaires, mais bon, c'est un joli métier. On vient en aide aux personnes et on fait ce qu'on aime, quoi. On est souvent en contact avec les gens, c'est ce qui est bien. On leur parle, on les réconforte quand ils ont des rendez-vous, ils ont peur. Et on les aide dans les différentes étapes de leur maladie, quoi. On attend un peu. Ça tombe pas? Non, ça va. Attendez. Le dossier, on doit le monter, le descendre. D'accord. Le monter? Ça fait un certain nombre de fois, j'imagine que vous avez été transporté. Alors qu'est-ce que vous attendez d'un ambulancier? D'abord, il pense à nous, et après, il y a longtemps, il n'y a rien, et seulement après, c'est eux. Et Axel, elle répond à tous les critères. Chaque jour est différent, on n'a jamais les mêmes personnes qu'on prend en charge, et on ne va jamais au même endroit. On peut même aller des fois dans le sud, sur Paris, on peut faire un peu de tout. C'est aussi un peu physique, non? Oui, bah oui, quand il faut porter, là on a eu de la chance, il n'y avait pas d'étage à monter. Mais sinon, on peut monter sur plusieurs étages des personnes avec leur fauteuil ou avec les chaises porteuses. Quand elles ne marchent pas. Alors il faut suivre une formation spéciale pour être ambulancier ou ambulancière? Il y a une formation de 2 semaines pour être auxiliaire ambulancier et moi j'ai fait soit 1 an en alternance pour faire le diplôme d'état d'ambulancier à Metz, à l'Astral. Donc on est 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. Là, ça vous te fait combien de courses par Par jour, ça dépend. Hein. Là, on doit être à... Je sais même pas, 6 on doit être, mais on peut en avoir beaucoup plus quand même.